Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Aujourd'hui, je reçois Johan qui s'appelle aussi Monsieur Budget et qui parle de budget avec sa communauté. Nous avons abordé différentes thématiques autour du budget. Comment gérer le budget en couple? Comment est-ce qu'on peut utiliser la méthode de Snowball pour pouvoir réduire ses dettes? Et quels sont les enjeux et les avantages à ne pas augmenter son niveau de vie quand nos revenus augmentent. J'ai été très heureuse de réaliser cet épisode de podcast parce que les hommes qui parlent 100% budget sont assez rares. Et avec beaucoup de générosité, Johan nous a partagé toutes ses astuces. J'espère que cet épisode va te plaire et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Monsieur Budget, bienvenue sur le podcast Vanessa Money Mindset. Je suppose que Monsieur Budget, c'est pas ton vrai prénom. Je suppose qu'avant d'arriver sur Instagram, tu avais une histoire. Nous avons la passion de la gestion de l'argent en commun. Je te propose de te présenter auprès de ma communauté, de dire qui tu es et comment tu en es arrivé à parler de budget sur les réseaux sociaux. Ouais, du coup, moi, c'est Johan. Je m'appelle pas Monsieur Budget, c'est Johan. Ça fait plus de 6 ans que je parle de finances personnelles. J'ai commencé via un blog qui s'appelle toujours gérerbonbudget.fr, que je maintiens plus, qui a été vendu. Mais voilà, ça fait des années en fait que je parle de finances personnelles. Et il y avait un petit souci avec ce blog, c'est que en fait, j'avais pas le contact avec d'autres. C'est-à-dire que je partageais ce que j'apprenais sur les finances personnelles, mais j'avais pas de retour. Bon, il y avait quelques commentaires par-ci par-là, mais j'avais pas de retour et j'avais envie d'aider encore plus. C'est comme ça que je me suis lancé sur les réseaux sociaux. D'abord sur le nom de Gérer mon budget, puis ensuite j'ai créé des vrais réseaux sociaux, on va dire entre guillemets, où j'ai donné un nom à ces réseaux sociaux et c'est là que j'ai créé Monsieur Budget. Donc ça fait à peu près 1 an et demi que je me focus vraiment sur les réseaux sociaux et apporter de la valeur sur les finances personnelles. D'accord. Écoute, c'est intéressant parce que même le fait de parler de vendre son blog, c'est quelque chose de pas courant en fait. Tu as vendu un business déjà, donc Ouais. peut-être un peu plus tard on reviendra sur cette expérience parce que moi ça Ok. m'intéresse beaucoup et j'ai beaucoup dans mon communauté des femmes et même des hommes. Il y a de plus en plus d'hommes, même si je m'adresse principalement aux femmes, il y a quand même de plus en plus d'hommes qui sont intéressés par les side business. Et la particularité des side business, c'est que ça intéresse tout le monde, mais finalement, très peu de personnes en parlent. Et quand souvent on parle de side business, c'est toujours la même chose, faire de l'immobilier, investir en bourse, entre guillemets, si c'est même un side business. Ouais. Alors que créer un blog, l'alimenter et le vendre, je trouve que c'est original. Donc, après la présentation de ta plateforme, si on a un peu de temps, j'aimerais bien qu'on parle de ce sujet-là. Mais refaisons les choses un peu dans l'ordre. Donc, du coup, toi, tu es Monsieur Budget. Ça m'a beaucoup intéressé parce que souvent, le budget, c'est les femmes, l'investissement, c'est les hommes. Les choses changent. Nous sommes dans le New World. Donc, toi, du coup, tu es spécialisé dans le budget. Et si on revient sur cette thématique, quelles sont les erreurs les plus courantes que tu vois les gens faire dans la planification de leur budget? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Souvent, quand je regarde, parce que je fais souvent des budgets pour mes abonnés, souvent ce que je regarde, c'est que au niveau des dépenses fixes, ça reste cohérent. C'est-à-dire que elles dépensent pas plus que ce qu'elles ont en termes de revenus. Mais derrière, c'est vraiment ce côté de ne pas planifier, en fait, de ne pas établir de budget. C'est ça l'un des plus gros problèmes que je vois, c'est qu'en fait, ces personnes-là, elles dépensent et à la fin, elles vont combler ces dépenses-là avec le salaire suivant. Plutôt que en amont planifier, donc établir un budget, ensuite de suivre ses dépenses au quotidien et après maîtriser son budget comme ça en fait. Et c'est plutôt l'inverse qui est fait, c'est je dépense, j'attends la fin du mois et puis on va voir avec la fin du mois, ça va combler mon découvert, ça va combler mes dépenses et je continue de salaire en salaire. Et le problème de ça, c'est si un jour le salaire il diminue, ce qui est le cas pour des gens qui ont des primes, ce genre de choses, et c'est là que ça peut creuser encore plus le découvert. Donc ça, c'est là vraiment si je devais sortir qu'une seule chose, c'est vraiment ça, l'un des principaux problèmes selon moi sur la partie gestion des finances personnelles. Je partage vraiment ton avis. C'est aussi chose que j'observe dans ma communauté parce que je fais beaucoup d'ateliers pour
apprendre aux gens à investir, donc leur faire des formations sur qu'est-ce que c'est que la bourse. Je leur dis pas forcément dans quoi investir, mais je leur explique comment D'accord. fonctionnent les marchés financiers. Et j'ai aussi beaucoup de clientes budget qui gagnent très bien leur vie, mais qui savent pas gérer. Et en fait, avec l'expérience, que je me rends compte, c'est que souvent la majorité des cas, le seul vrai problème, c'est les dépenses variables. Les dépenses fixes, en général, les gens, c'est plutôt raisonnable, mais les dépenses variables, c'est la bérésina. C'est la fête. Lundi, c'est 2 000 euros, mardi, c'est 3 000 euros. Euh, donc, du coup, on ne sait pas trop comment ça se passe et on finit à découvert. Il y a un élément qui est important de souligner, c'est que dans le budget, c'est souvent les femmes et toi, tu es un homme. Comment se fait-il que toi, en tant qu'homme, tu te sentes plus à l'aise de parler de budget plutôt que d'investissement? Alors, je parle aussi un peu d'investissement, mais pourquoi j'en suis venu aux finances personnelles? Bon, c'est lié à un historique familial, on va dire, où j'ai vu ma mère galérer, ficher Banque de France, bon, on allait au resto du cœur, ce genre de choses, et je me suis juré, étant petit, que j'allais jamais manquer d'argent. C'était vraiment, ça a été une obsession depuis tout petit, depuis peut-être l'âge de 10, 11, 12 ans, où je me suis dit, il faut que jamais que je manque d'argent. Et donc, naturellement, en fait, quand j'ai réfléchi à créer quelque chose en ligne, etc., je me suis même pas posé la question. En fait, ça s'est fait vraiment naturellement de créer un blog sur les finances personnelles parce que j'avais appris énormément de choses de par cette peur de manquer d'argent et j'avais envie de transmettre pour éviter à d'autres de vivre moi ce que j'ai vécu étant plus jeune, quoi, tout simplement. D'accord, c'est vrai qu'on est nombreux à avoir la même histoire. Moi, c'est pas forcément, quelque chose que j'avais anticipé parce que moi aussi j'ai eu dans mon enfance, pas mal de problèmes d'argent. Pas de fichage, ma mère gérait très bien, très, très bien, son argent. Sauf que voilà, c'était une femme célibataire, de ménage, de 3 enfants. Donc en fait, avec un budget, je crois qu'elle gagnait 1 500 euros. Même avec les aides, ou je sais pas trop quelle aide elle avait, elle s'en sortait. Enfin, elle avait du mal. C'est même pas qu'elle s'en sortait pas, c'est qu'elle avait du mal. Elle gérait très bien. Je sais même pas si elle était vraiment à découvert parce qu'elle arrivait à épargner. Mais justement, pour pouvoir épargner, pour pouvoir économiser de l'argent malgré tout ça, justement, on allait au resto du cœur, pardon. Et donc, en fait, c'est des choses qui moi aussi m'ont marqué dans mon enfance et m'ont fait me dire que jamais je n'aurais de problème d'argent. C'est marrant parce que du coup, j'ai fait pas mal d'épisodes de podcast avec des invités qui avaient à peu près ce même profil-là. Je sais pas si c'est une norme, mais en tout cas les invités qui sont à peu près qui me ressemblent entre guillemets. Je parle pas forcément de couleur de peau ou autre, mais qui adoptent la démarche un peu comme moi, qui communiquent un peu comme moi. Parce que du coup, j'ai aussi d'autres invités ça se voit, qui s'adressent à des gens un peu plus, un public un peu plus conventionnel, traditionnel. Ils mettent des costumes, ils ont un langage plus ou moins soutenu. Tu vois, que j'arrive à comprendre, mais moi, j'ai plutôt adopté un langage très simple. Par contre, ces créateurs de contenu-là n'ont pas les mêmes origines que moi. Tu vois, c'est marrant. J'observe ça comme ça, d'un regard un peu extérieur et je me rends compte que finalement, on est nombreux à exercer le même métier, mais à ne pas communiquer de la même manière. Et souvent, la manière dont nous communiquons, c'est le résultat de nos origines. Plus que Bah oui. jamais le déterminisme de Bourdieu est d'actualité en fait. Et c'est pas une question d'études. Parce que du coup, toi, tu as fait quoi comme études? Moi, j'ai eu un parcours un peu chaotique, on va dire. Enfin, au début, où ma mère, en fait, elle avait complètement lâché prise. Je faisais beaucoup de bêtises. J'étais dans un quartier, je faisais des bêtises, rien de grave, mais voilà, je faisais un peu le kiki à l'école, on va dire. Et elle m'a dit bon, fais ce que tu veux. Je suis allé en professionnel parce que justement, je me suis dit ça va être rapide, je vais finir mes études rapidement. Je suis allé en BEP, donc ça n'existe plus maintenant. Je crois que maintenant c'est bac pro en 3 ans, mais en tout cas j'ai fait BEP, ensuite bac pro, et en bac pro j'étais sincèrement dans l'un des pires lycées de France. Franchement, il se passait des trucs tous les jours, il y avait des bagarres, des trucs, des machins. Et là, ça m'a fait un électrochoc aussi de me dire, mais en fait, ta vie, ça va être ça, c'est ça que tu veux de ta vie. Et je me suis accroché. Je pouvais faire une passerelle entre le bac pro et le BTS, mais c'était très compliqué.
C'était sur dossier, il fallait voilà faire un entretien, etc. Et j'ai réussi à rentrer en BTS, donc BTS technico-commercial. Avant moi, il y avait 6 personnes. Donc je suis allé, c'est au bout de la deuxième semaine de la rentrée que j'ai intégré le BTS. Et il y avait 5 personnes avant moi qui sont venues et qui sont parties. Et grâce à ça, ça m'a donné ma chance à moi de rentrer dans le BTS. Donc j'ai eu le BTS, j'étais avec des mecs qui étaient en bac S, bac STI, etc. Et qui, gentiment, mais se moquaient un peu de moi en disant, mais toi, tu viens d'un bac pro. Au final, j'ai eu mon BTS avec 14 de moyenne générale, pendant que ces gens-là n'ont pas eu leur BTS. Et de fil en aiguille, j'ai eu goût aux études et je me suis dit ensuite, bah, je vais faire une licence. Et j'ai fait une licence pro marketing et commerce sur Internet. Et là, ça a été une révélation. Je me suis dit, enfin, je voyais des possibilités partout. Je me suis dit, mais Internet, c'est incroyable. Je le savais avant, mais là, c'était plus concret. Surtout que j'avais des profs qui étaient intervenants, donc qui avaient leurs propres entreprises, voilà, des chefs d'entreprise qui avaient déjà des grosses boîtes. Il y en avait un qui avait même en investisseur la famille Dassault. Donc on se dit quand même, voilà, c'est des gens importants. Et du coup, bah, j'ai eu ma licence. Et voilà, en gros, ça c'est mon parcours. Et par la suite, c'est ce qui a fait que je travaille vraiment dans le web depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà. Ok. Et si on revient un peu sur le budget, comment recommandes-tu aux gens de gérer les imprévus financiers? Ah, déjà, il faut avoir une épargne de précaution. Moi, je recommande surtout pas de payer tout ce qui est objets, high-tech, meubles, toutes ces choses-là à crédit, ou même en paiement 3 fois sans frais, même si c'est sans frais, 4 fois sans frais, peu importe. Alors il y a des imprévus, hein, je vais pas dire que non, je vais pas être catégorique non plus, mais l'idéal c'est vraiment de ne jamais payer ce type d'objet avec un espèce de crédit et encore plus des réserves d'argent. Moi j'en parle beaucoup sur mon compte, tout ce qui est réserve d'argent, là, crédit revolving, où tu as l'impression que c'est ton argent parce que tu le vois. Il y a beaucoup de banques qui le font, où tu vois que tu as par exemple 5 000 euros, tu as l'impression que c'est à toi et que bah, tu vois, tu peux les utiliser, tu remets, tu fais ce que tu veux, mais surtout pas. Il y a des intérêts immenses et il faut surtout pas utiliser ça. Donc ce que je conseille de faire, c'est toujours d'avoir de l'épargne de précaution. Donc généralement, on va dire 3 mois de charge, c'est-à-dire 3 mois de charge vitale. Hein. Je parle vraiment vital, je parle pas des loisirs, etc. Juste 3 mois. Et c'est avec ces 3 mois-là qu'on va payer ces petites choses-là en fait du quotidien. Voilà, on doit changer de canapé, ben on va payer. On a une réparation sur la voiture, on va payer avec ça. Et surtout, une fois qu'on a payé, bah, il faut remettre l'argent. C'est-à-dire que c'est pas tout de se dire j'utilise et après je remets pas. Non, j'utilise et je remets l'argent. Et en fait, c'est comme ça, c'est ce mécanisme-là qui va faire que bah, on va pas être dans le rouge à la fin du mois, quoi. Ok. Et selon toi, quelle est la propension dans ton budget à allouer entre épargne et investissement? En fait, moi, je parle pas en termes de proportion, mais plutôt, comme je le disais juste avant, une fois que tu as tes 3 mois, 3 à 6 mois, on va dire, il y a des gens qui ont besoin d'avoir beaucoup d'argent en épargne de précaution parce que ça les rassure. On peut dire, voilà, ces gens-là, ils vont avoir 6 mois. En gros, ça fait que bah, si pendant 6 mois, il se passe, je prends le cas du Covid il y a quelques années, s'ils ont plus de revenus, il faut que pendant 6 mois, ils puissent vivre avec leurs économies. Mais après, ça sert à rien de garder le reste. C'est-à-dire qu'on va pas on va pas mettre encore 7 mois, 8 mois, 9 mois sur un livret A, sur ce genre de choses. Ça, je le recommande pas. Donc, moi, c'est plutôt une fois que j'ai rempli mon épargne de précaution, donc sur un livret A, sur un livret classique où je peux retirer rapidement l'argent. Une fois que j'ai fait ça, tout le reste que je vais épargner tous les mois, là, il va être placé. C'est plutôt comme ça que moi je vois les choses. Non, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'aurais tendance quand même à rajouter que, évidemment, il y a pas de répartition idéale. Ça dépend vraiment des gens. Par exemple, moi, je pensais que j'avais un profil très sécurisé, alors qu'en fait, non.
À partir du moment où j'ai créé mon épargne de précaution, qui est de quelques mois de salaire, j'ai aussi un peu d'épargne de disponible parce que moi, je fais vraiment la différence. Tout est investi sur des trucs bloqués, tu vois? Et je me suis rendu compte que, ça me va complètement. Non seulement c'est sur des trucs bloqués, c'est quand même sur des trucs hyper risqués. Donc je pense qu'il faut pas il faut pas se limiter à ce que les gens disent, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont envie d'aller prendre du risque, ils ont envie en fait d'y aller, mais comme on dit que des fois, bon ben faut l'épargne de ses précautions, tout ça, ils se disent ah oui, mon épargne de précaution, elle est pas encore assez complète, donc du coup j'y vais pas. Je pense que non, ça dépend aussi de ta situation, ça s'adapte aussi, et à contrario, il y a des gens, on leur dit bon bah faut investir, du coup ils investissent et puis ils dorment pas la nuit. Non, 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 il y a personne qui va dire à quelqu'un d'autre comment vivre sa vie. Il faut faire des choix d'épargne et d'investissement avec lesquels on est aligné, Exactement. et que l'on peut, qui peuvent nous suivre et nous permettre de bien dormir la nuit parce qu'in fine, à la fin de la journée et à la fin de notre vie, on est seul face à nos responsabilités. Donc, il faut prendre ses responsabilités dès le début. Donc, non, non, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Merci pour ta réponse. Moi, j'avais une autre question. C'était, est-ce que pour toi, dans un budget, quand on a des dettes, il faut d'abord prioriser le remboursement total des dettes ou on peut équilibrer remboursement des dettes et épargne? Bah, après, ça dépend c'est quoi comme dette, ça dépend des intérêts qu'il y a, ça dépend de plein de choses. Si c'est, parce que je vois des fois sur Internet, ici et là, qu'on dit oui, il faut rembourser le plus rapidement son crédit immobilier. Déjà, tu vas le faire pendant des années, il faut tenir la route. Et surtout ceux qui ont investi il y a genre peut-être 2 ans, 3 ans, avec les taux d'intérêt qu'on avait, c'était quasiment de l'argent donné. Donc là, on le voit maintenant, on commence à le comprendre quand les taux d'intérêt sont élevés. On dit ah ouais, en fait la banque elle nous donnait quasiment de l'argent. Donc sincèrement, il n'y a pas d'intérêt à rembourser forcément son crédit immobilier. Voilà, on va plutôt ne pas rembourser ce type de crédit. Par contre, tout ce qui est crédit, voilà, comme je le disais juste avant, hein, sur des gadgets, des petits crédits qu'on peut rembourser rapidement, ça oui, là on va y aller, on va rembourser ça rapidement pour se dégager une plus grosse capacité de, de remboursement et faire là, un peu ce qu'on appelle euh, la méthode des boules de neige, où on va rembourser les autres. Et après, une fois qu'on a fait ça, on sera beaucoup plus serein pour épargner. Donc, il faut le faire, oui, mais il faut le faire uniquement quand c'est on va dire des mauvaises, ce que j'appelle des mauvaises dettes. Voilà, quand on achète un iPhone, par exemple, pour pas le citer, à crédit, bah, c'est une mauvaise dette. Bah, c'est pas grave, on a fait cette erreur-là, on rembourse et par la suite, après, on épargne. Et même, ce qu'il faut se dire, c'est que une fois qu'on aura remboursé nos dettes, on aura une capacité d'épargne. Et justement, là, on pourra anticiper tous ces types de dépenses-là pour se dire, bah, je sais que dans un an, je vais devoir changer mon téléphone, parce qu'on change en moyenne tous les 2 ans de téléphone. Et ben là, je vais budgétiser ce téléphone-là, donc ce coût, et je vais le mettre sur plusieurs mois. Et ça va nous éviter derrière d'avoir tous les frais, parce qu'on se rend pas compte, hein, on se dit, ah bah, on va au magasin à droite à gauche, oh mais il n'y a pas de souci, vous pouvez l'acheter, prenez la carte Fnac, vous le payez en 10 fois, il y a je sais pas combien de frais. Non, faut pas. Je prends l'exemple, j'ai fait une vidéo récemment sur une personne qui a acheté c'était une télé, donc une télé, il voulait absolument la télé. Et pourtant il avait un bon salaire, je crois qu'il gagnait 2 500 euros, et mais il la voulait aujourd'hui. Donc il l'a acheté, la télé a coûté 600 euros et son coût de crédit total c'était 880 euros. Et s'il attendait 3 mois, donc c'est 600 euros, au bout de 3 mois il les aurait eu, puisque là il remboursait à peu près ça. Donc sur 3-4 mois il remboursait ça, sauf il a remboursé 188 euros de plus, tout ça parce qu'il était impatient. Donc je trouve ça bête que, alors que s'il avait attendu juste 3 mois, sa télé, il l'aurait eu, mais à 600 euros et pas à 888 euros. C'est ça qu'on voit pas, c'est qu'on se dit, là, on achète 600 euros un produit, mais non, on n'achète pas le produit, on achète un crédit, et ce crédit-là, il a un coût, même si on ne le voit pas parce qu'on le paye en plusieurs fois, mais il a un coût. Donc vraiment, ça, c'est à fuir, quoi. Moi, j'irais même plus loin que toi là-dessus. C'est un travail au niveau du mindset.
Ah oui, C'est un travail qui a été long pour moi à faire et que j'ai fini. Et encore sur certains sujets, c'est-à-dire que c'est gérer le besoin immédiat. C'est-à-dire que vraiment, comme tu as dit, il voulait sa télé tout de suite. Comment tu arrives à passer de je veux ma télé tout de suite à je vais attendre, en fait, 3 mois ou 6 mois et je vais me débrouiller 3 mois ou 6 mois sans cette télé. Je ouais, pense qu'on est dans une société où c'est vraiment encouragé en plus avec les Uber Eats où t'es livré vite, les Deliveroo où t'es livré vite, vente privée, showroom privé, tu cliques en fait Amazon, alors là, bref. Et en ouais. fait, on n'est plus habitué à attendre, on n'est plus habitué en fait à mûrir des décisions. Et en fait, c'est ça qui fait que nous, qui travaillons sur la gestion des finances personnelles, aurons du boulot pendant encore de longs moments en fait parce Ouais, que voilà. c'est pas du tout la société en fait forme et éduque les gens à aller dans le sens inverse. Bah, on est dans une société de consommation, donc on nous met plein de mécanismes pour nous pousser à la consommation. Paiement en 3 fois, paiement en 10 fois, Apple Pay où on peut payer directement. Des fois même on se rend même pas compte combien on a payé parce que il suffit juste de mettre. En fait, tout est fait pour faciliter le paiement. Et à un moment donné, ce qu'il faut faire, et c'est ce que j'ai expliqué un peu juste avant, c'est que réfléchir, ok, mon crédit va me coûter tant. Là, je vais l'avoir tout de suite. Donc, je vais, là, dans l'exemple encore pour la télé, lui, c'est comme s'il achetait sa télé 888 euros au lieu de 600 euros. Mais s'il attend 3 mois, il achète 600 euros. Il aura économisé 188 euros. Donc, dans ce cas-là, il a tout intérêt à attendre 3 mois, mettre de l'argent de côté et pouvoir se l'acheter. Je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir. Bien sûr qu'il faut se faire plaisir, il faut pas se sentir frustré. C'est pas le souci. Mais il y a des moments où c'est pas le moment. Il y a des moments où c'est pas le moment, il faut attendre. Parfois, je le vois souvent avec tout ce qui est produits high-tech, etc. Moi, le premier, hein, je jette pas la pierre. Hein, j'étais le mec à acheter l'Apple Watch. Là, probablement que l'Apple Vision, là, s'il y a quelques années, je l'aurais acheté. Mais les marques, elles nous créent des besoins. L'Apple Watch, sincèrement, elle c'est bien. Hein. Oui, on voit les notifications sur sa montre. Mais en fait, on peut les voir aussi sur son téléphone. Donc, quand il y a un objet qui fait double usage, autant ne pas l'acheter, ça sert à rien. Et en fait, c'est un travail à faire sur le long terme en se disant, est-ce que j'ai réellement besoin de ça? Est-ce que j'en ai réellement besoin maintenant? Comment je vais pouvoir le financer? Sur combien de temps je dois mettre de l'argent de côté? Et en ayant ce raisonnement-là, bah déjà, on va balayer beaucoup d'achats. Parce que, par exemple, je prends encore les lunettes, l'Apple Vision, mais sincèrement, euh, ça sert à quoi? T'as des lunettes, super, c'est bon. En fait, ça fait des années que Android, etc. Ils ont lancé leur propre lunettes. On n'a pas besoin en fait. On n'a pas besoin de tous ces gadgets là. Sincèrement, je préfère mettre cet argent là dans un bon voyage plutôt que d'acheter un gadget qui, au bout d'un moment, va prendre la poussière dans mes placards. Et des outils comme ça, des objets comme ça, il y en a plein. Il y a l'Apple Watch, j'avais acheté les AirPods, enfin, tous ces trucs-là. Moi, je kiffe les trucs un peu gadgets, mais au bout d'un moment, je les utilisais même pas. Voilà, je préfère les écouteurs filaires qui coûtent bien moins cher. Bah, autant prendre ça en fait plutôt que d'avoir le dernier truc à la mode pour avoir un statut social aussi, il faut se le dire. Voilà, je suis à la mode, j'ai les derniers trucs à la mode, j'ai les AirPods, j'ai les trucs de marque, etc., etc. Mais au bout d'un moment, et ça vient avec l'âge, l'expérience, etc. On arrive à enlever tout ça et à voir les choses un peu plus simplement euh, dans un voyage, dans passer du temps avec sa famille, ce genre de choses. Des choses plus concrètes que de juste montrer que regardez, j'ai réussi, j'ai telle ou telle chose. Bah, c'est marrant parce qu'on est quand même alignés. Moi, je mets vraiment tout ça dans la catégorie mindset, de se dire que, en fait, ton bonheur, la manière dont tu vas t'épanouir n'est pas définie par la société. Parce que c'est vrai, hein, avoir des écouteurs AirPods, avoir le dernier iPhone à la mode,
porter un sac Chanel, entre guillemets, ou je sais pas quoi pour une femme, ça te donne un statut social et ça te donne en fait ça te donne oui, une forme de respect vis-à-vis des autres. On se dit, ah, cette personne a tel objet, donc elle est en mesure de vivre potentiellement tel niveau de vie. D'ailleurs, c'est pas vrai. Souvent, des fois, les gens, ils achètent des choses à crédit euh, ou alors ils imitent la manière de consommer des CSP supérieurs. Et en fait, ce que tu es en train de dire, et moi je suis totalement d'accord, c'est qu'en fait, il faut reconsidérer la manière dont on dépense l'argent. Il faut prendre du recul vis-à-vis des messages publicitaires parce que le marketing de ces produits-là te vend un lifestyle, te vend une forme de bonheur qui n'est là que lorsque tu payes parce qu'il y a de la dopamine et une fois que tu te retrouves avec l'objet, bah, l'objet prend de la poussière. Moi, typiquement, l'Apple Watch, j'en ai eu 3 en plus. On m'en a offert 2 et j'en ai acheté une. Et j'ai réalisé à chaque fois, je l'avais. Ça, c'était dans mes phases où j'étais déjà très dépensière et en plus, j'étais bien entourée. Il y avait toujours des gens pour financer aussi mon lifestyle. Et en fait, je ne savais plus pourquoi, à chaque fois, au bout d'un an, je n'avais plus d'Apple Watch. Soit elle se cassait, soit je la portais plus. Bref, il y avait quelque chose. Et à chaque fois, dès qu'une nouvelle Apple Watch sortait, il me la fallait. Jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'en fait, j'étais allergique. Donc c'est pour ça qu'au bout d'1 an, je m'en séparais. Mais en fait, à chaque fois, comme je faisais pas de travail d'analyser mes dépenses et de consommer en conscience, et ben au bout d'un moment, j'en avais marre parce que ça me démangeait, ça me grattait, j'avais des problèmes de peau, donc je la donnais ou je ne la portais plus ou quelque chose comme ça. Et dès que le nouveau modèle sortait, j'étais à nouveau happée par le commerce, la pub. Ouais. J'avais complètement oublié en fait que ben ça m'allait pas ce produit. Donc je crois que c'est au bout de la troisième montre que je me suis dit non mais Vanessa, attends déjà c'est la troisième. En plus, on me l'avait offerte. La troisième, la première, je crois qu'on me l'avait offerte. La deuxième, je l'ai achetée. Et la troisième, me l'a encore offerte. Et la troisième, j'ai naturellement décidé de ne plus la porter et de la donner parce que justement, ben, j'ai réalisé qu'en effet, je suis allergique. Tout l'imaginaire de bonheur que j'avais, en fait, c'était un simple imaginaire, c'était pas la réalité. Et que comme tu dis, en fait, il y a un truc on est complètement addict à nos téléphones portables. Avoir ton téléphone portable au poignet, c'est écrit nulle part que c'est bon pour la santé. Même si ils ont plein d'applications, on te dit marche, lève-toi, fais ci, fais ça. Ouais. Donc en fait, c'est un truc en fait, quand tu prends conscience du truc que tu as au poignet et avec toutes ces ondes-là, tu sais pas si finalement c'est bon. Quand on analyse tous les travaux sur la santé, la fécondité des femmes, les spermogrammes pour les hommes, toutes ces ondes dans tous les sens, je me dis, mais en fait, ça se trouve, non seulement ça coûte cher, ce lifestyle, mais en plus, il n'est pas forcément bon pour la santé. Ah bah oui. Moi, je vais rebondir là-dessus, euh, sur le fait, en fait, vivre toujours ce côté dopamine d'acheter quelque chose, ça coûte cher parce que ton niveau d'exigence, il va faire que croître, il va que augmenter de fil en aiguille. Je te donne un exemple. Là, j'ai acheté, donc je sais pas, il y a quelques années, il y a trois ans maintenant, bientôt 4 ans, j'ai acheté une Audi. Voilà, j'étais heureux comme tout. C'était ma première voiture neuve. Bah, je l'ai acheté à crédit, c'était une bêtise. Maintenant, j'ai soldé le crédit, on est bon, mais je l'ai acheté à crédit, une vraie bêtise. Et déjà, je l'ai acheté, ça m'a coûté cher, et je l'avais acheté par rapport à ma société avant Covid qui marchait très bien, etc., etc. On est passé au Covid, mes chiffres ils ont diminué. J'en ai pas parlé, mais j'ai de l'immobilier. Mon immobilier il a baissé aussi, donc mes revenus ils ont diminué. Mais j'avais toujours mon train de vie. Et ça déjà c'est pas bon parce que pour s'enrichir il faut justement maintenir son train de vie le plus bas possible sans être. Je parle pas d'être un radin ou quoi, mais de maintenir son train de vie le plus bas possible pour que l'excédent, tu le places. Et moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait trop tôt de vouloir acheter tout ce qui est passif. La voiture, c'est le passif par excellence. Et du coup, et le pire de tout ça, c'est que j'ai dépensé des sommes énormes pour cette voiture pour finir par, au bout de 3 mois, bah ouais, c'est une voiture, quoi. Elle est Oui, bien, oui.
J'ai une caméra, j'ai CarPlay, c'est super, c'est trop bien. Mais ça reste une voiture. Donc l'humain, il finit par s'habituer en plus à ce genre de gadget. Et du coup, bah forcément, une fois que je me suis habitué à ce gadget-là, je vais vouloir le gadget plus haut, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bah là, encore, il y a encore quelques mois, je voulais m'acheter une Tesla, par exemple. Et ma femme elle me dit, mais non, mais ça sert à rien et tout. Ta voiture, elle est très bien, elle est quasi neuve, elle a même pas 50 000 kilomètres, elle est top. Et c'est vrai qu'elle est top, elle roule bien, elle consomme rien du tout, etc. Mais le lifestyle me disait, je veux une Tesla. Parce que Tesla, un peu comme Apple, c'est le côté un peu, t'appartiens à un écosystème, un machin, un truc. Et après, avec du recul, je me suis dit, ok, tu vas devoir sortir tant d'euros, tu vas devoir vendre ta voiture, et ci, et ça, machin, alors que il n'y a pas besoin. Et en fait, je me suis juste dit, contente-toi de ce que tu as. Ta voiture, elle est bien, garde-la, et par la suite, une fois que tu pourras vraiment, vraiment, vraiment te le permettre, là, tu passeras sur la Tesla. Voilà. Mais je me trouvais des excuses en plus. Je me dis, ouais, mais grâce à la Tesla, je vais plus pouvoir, je vais pas mettre d'essence, etc., etc. Oui, c'est le cas, mais au final, je dépense pas énormément en essence parce que je fais que des petits trajets et du coup, je fais juste un plein par mois. Donc au final, c'est pas super rentable. Effectivement, si je faisais 3, 4 pleins, ça peut être. Mais et donc au final, en faisant mes calculs et en étant plus rationnel et pas juste sur le côté émotionnel, je me suis rendu compte en fait, il n'y avait pas besoin de cette voiture-là. Donc j'ai balayé ça et j'ai toujours le petit truc dans la tête qui me dit bon, mais je me suis dit non, j'ai pas besoin et ça sera plus tard. Ben, je te remercie de ton honnêteté parce que ça permet de rebondir sur un sujet que même en tant que créateur de contenu sur des thématiques pareilles, ça ne nous exonère pas en fait de la tentation. Tout comme un banquier qui a des problèmes d'argent, c'est pas parce que les gens ils travaillent dans le domaine de l'argent qu'ils sont bons gestionnaires. C'est pas parce que tu es créateur de contenu sur la finance que tout le temps tu es exemplaire sur le sujet. Moi, je sais que pour le coup, j'ai beaucoup évolué. J'ai plus vraiment de soucis de budget, pas de soucis d'investissement, mais la tentation reste là en fait. C'est un travail de tous les jours. Et en fait, c'est un travail de se dire que même si c'est ta spécialité, tu es expert ou experte en finances personnelles, toi aussi, tu es soumis à la tentation et toi aussi, tu dois Bien te sûr. rappeler jour après jour ta mission en fait. Moi, je sais que j'ai carrément choisi et en plus il y a le regard des autres. Enfin, moi, j'ai clairement choisi de ne pas augmenter mon niveau de vie, c'est-à-dire que je n'ai à rien augmenté. Peut-être je chauffe un peu plus chez moi depuis que je gagne mieux ma vie, mais je n'ai pas déménagé. Les problèmes de copropriété, je les ai toujours. Je me bats toujours pour améliorer mon bien immobilier, mes biens immobiliers. Je n'ai pas de voiture. D'ailleurs, j'en avais une avant de travailler sur les réseaux sociaux. Je l'ai vendue bien avant aussi. Je prends les transports. Enfin, je l'ai vraiment tout fait pour rester en accord avec mon discours. Et je pense que ça fait du bien de dire que bah c'est un travail. Tu vois, même si tu sais ce qu'il faut faire, une des spécialités du cerveau, c'est de se dire que tu sais qu'il faut faire. C'est pas pour autant que tu le fais en fait. Bah, c'est ça, c'est ça. Moi, des fois, je donne des conseils et il y en a certains qui me répondent, oui, on peut faire ce qu'on veut aussi. En fait, le conseil que je donne, c'est pas de me placer en quelqu'un de supérieur qui sait tout. Non, moi aussi, le premier, et je le dis souvent dans mes vidéos, etc. Moi aussi, le premier, j'ai pris des crédits. Moi aussi, voilà, je suis pas parfait, mais ce que je donne sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on tendre à ça. Mais bien évidemment que moi, en tant que, même si je suis créateur de contenu dans cette niche-là, j'ai quand même, voilà, comme je le disais, il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, quelques mois, je voulais m'acheter une Tesla, alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Bien sûr que c'est clair que nous, on est là-dedans. Et puis, ce côté aussi pour créer du contenu, justement, on sait que c'est bon pour nous aussi, puisque ça nous fait des piqûres de rappel régulières en Ah disant oui. attention, il faut faire comme ci, comme ça. Et c'est aussi pour ça que j'aime faire du contenu. C'est aussi pour moi, parce que ça me fait des piqûres de rappel sur attention, voici comment il faut faire, et c'est très bien. Ouais, non mais je trouve que c'est cool de le rappeler et ça permet aussi de redescendre. Je fais pas du tout partie des créatrices de contenu qui se mettent, ont même une posture très professionnelle. J'ai fait le choix, c'est un choix d'avoir un côté friendly, d'avoir un discours
pas du tout conventionnel, de pas vous voyer les gens, de les tutoyer, d'assumer mes fautes d'orthographe, parce que du coup, j'attire des gens qui me ressemblent et des gens qui ne me mettent pas la pression. Avant, quand j'étais banquière, j'étais obligée de donner du vous à tous les champs. Je devais porter des costumes. J'ai toujours été dysorthographique. En fait, je passais mon temps à complexer, à me sentir inférieure par rapport à mes clients. Alors que maintenant, c'est moi qui fixe mes règles et qui attire des clients qui me ressemblent. Et d'ailleurs, j'étais assez étonnée parce que je me suis rendu compte que typiquement, tu vois, les femmes qui viennent travailler avec moi, ben, c'est des femmes, en moyenne, elles gagnent 10 000 euros, hein. Moi, la moyenne de mes clients, c'est de revenus, c'est entre 5 et 10 000 euros. Et elles n'ont pas toutes des problèmes de budget. Tu vois, il y en a aussi qui gèrent très bien leur budget Oui. et qui ont des problématiques plutôt d'investissement, les ETF, la bourse, les OPCVM, les produits structurés, les SCPI. Donc c'est vrai que je trouve que dans la thématique des finances personnelles, rester authentique, dire qui on est, donner des conseils sans adopter toujours l'attitude de donneur de leçons, être honnête aussi quand on traverse des difficultés. Finalement, je me rends compte que ça éloigne certains clients potentiels, mais ça t'en apporte ceux qui te ressemblent plus et qui te font vraiment, enfin, qui se comprennent en fait, qui te comprennent, qui se reconnaissent dans ce que tu dis. Bah, clairement, en fait, il faut être soi-même, il faut être vrai et c'est tout. Et puis, on va pas être aimé par tout le monde. Mais moi, pareil, hein, je dis tu, parce que dans la vie de tous les jours, je dis tu. Dire vous, c'est compliqué, à part quand c'est une personne âgée, parce qu'on m'a appris à vous voyez enfin, personnes âgées, un plus ancien, on va dire, parce qu'on m'a appris à dire vous pour les plus anciens. Mais quelqu'un qui a mon âge ou quasiment mon âge, j'ai le tu facile. Et du coup, si on revenait un petit peu sur le budget, quel est selon toi l'impact des prêts à taux d'intérêt élevés, comme les cartes de crédit, sur la santé financière globale d'une personne? Ah, ouais, j'en ai un peu parlé également, mais ça, en fait, c'est néfaste. Moi, je parle de tout ce qui est crédit revolving. C'est, j'en avais une il y a quelques années sur à la caisse d'épargne, pour pas les citer, et j'avais 5 000 euros. Et en fait, quand on le voit tous les jours, quand on se connecte sur son compte en banque, on voit ces 5 000 euros. On a l'impression que c'est notre, c'est comme si c'était de l'épargne. Donc on se dit bon bah de temps en temps, oh voilà, j'ai envie de m'acheter un truc, bon bah je vais les prendre. Ensuite, tu remets petit à petit, mais après, sauf que tu reprends encore, donc ça veut dire que ta mensualité, elle fait que augmenter. Les taux d'intérêt, ils sont très élevés. Bon, tu connais mieux que moi, t'es bancaire, donc c'est peut-être au minimum entre Je le suis 13, plus, hein. 13 jusqu'à 20%, je crois. Moi, je suis pas un spécialiste là-dessus, mais c'est très très élevé. Donc ça, c'est à bannir complètement, complètement, complètement. Voilà, donc après, ça, c'est redondant avec ce que j'avais dit juste avant, mais ouais, ça c'est à fuir complètement, vraiment. Et tu as créé une app. Ah oui, non, il y a une dernière question qui était importante pour moi. Je commence à parler beaucoup plus d'argent dans le couple. Quels sont les conseils que tu donnes pour la gestion de budget dans le couple? Ouais, ça c'est super important. J'en parle souvent sur mes vidéos. Euh, En fait, l'une des bases déjà, c'est parler d'argent. Il y a un gros tabou en France. Je pense que c'est lié à la France où on ne parle pas d'argent. Il y a des couples, ils ne savent pas combien l'autre gagne en salaire. Ça, moi, ça me dépasse. Enfin, je vais pas dire ça me dépasse. Ne soyons pas catégoriques. Je Ah, moi, ça me comprends. dépasse. Tu dois savoir, vous vivez ensemble, vous allez vous marier, faire des bébés ensemble. Moi, je veux savoir combien tu gagnes, ce que tu épargnes, où ça Mais va, ce que tu en en fais. fait, il faut penser le budget global. Il y en a, soit c'est chacun pour soi, il y en a un qui gagne beaucoup plus, un ou une qui gagne beaucoup plus que l'autre, et qui va épargner beaucoup plus que l'autre, qui va pouvoir plus se faire plaisir, et du coup, bah, l'autre conjointe va être frustré. Donc ça, c'est surtout pas à faire. Donc un, c'est vraiment parler d'argent ensemble. Il faut savoir combien on gagne, où on veut aller, c'est quoi nos objectifs financiers, c'est quoi nos objectifs sur le long terme, qu'est-ce qu'on veut faire de notre argent, où on veut le placer. En fait, il faut avoir quelque chose de commun et aller dans le même sens. Parce que si il y en a un qui épargne parce que lui, il veut s'acheter la dernière belle voiture, s'il y en a un autre, une autre qui épargne pour les vacances en famille, bah du coup, comment on fait? Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, il y a on va dire la partie répartition des dépenses. Qui paye quoi?
Et moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y en a beaucoup, ils ont un seul compte joint, il y a tous les salaires qui rentrent dessus, et peu importe que le conjoint, ça soit un fumeur qui achète deux paquets de cigarettes par jour, ou que la conjointe ou le conjoint soit dépensier, dépensière, on met tout en commun et après ça crée des conflits parce que l'autre il va reprocher ah mais toi tu fumes trop du coup tu gaspilles de l'argent, l'autre va reprocher mais toi tu dépenses trop et c'est pas bon en fait. Il faut moi c'est mon avis et c'est comme ça que je fonctionne avec ma femme, c'est que bon après on fait comme ça parce qu'on est aussi une famille recomposée que c'est beaucoup plus simple comme ça, mais c'est que chacun doit avoir son compte, ça pour moi c'est une base, chacun doit avoir sa carte bleue. Je sais pas, tu veux faire un cadeau à ta femme, elle va le voir en 2 secondes parce que bah du coup tu payes sur le même compte, elle va voir combien t'as payé. Non, c'est moi j'ai mon compte sur lequel je vais épargner en commun. Attention, quand je dis épargner, c'est pas je vais épargner que pour moi, c'est-à-dire on a défini au préalable nos objectifs, donc ça va être épargner par exemple pour les vacances, épargner pour changer la voiture dans X mois ou années, épargner pour notre enfant, etc., etc. Donc j'épargne quand même en commun. Et par contre, pour les dépenses du quotidien, c'est mes dépenses et c'est moi, je gère mon truc. C'est-à-dire que si j'ai envie de dépenser 100 euros dans je ne sais quoi, ben, je peux le faire. Et l'un ou l'autre ne va pas te reprocher parce que tu as le droit aussi de te faire plaisir et de pas donner, de rendre des comptes à l'autre. Et c'est pas mal de faire ça. C'est pas quelque chose de mal. Et donc moi, ce que je fais, c'est chacun a son compte. Il y a un compte joint qui gravite autour où il y a toutes les dépenses fixes, donc les dépenses qui sont liées au couple en fait, parce qu'après derrière il y a aussi des dépenses qui ne sont pas liées au couple même, mais qui, je prends l'exemple pour ma femme, bah elle a des dépenses pour ma belle-fille sur ses dents, sur plein de choses. Bah là c'est elle qui va payer de son côté avec le père de ma belle-fille qui va payer ces frais-là, ce qui bon, je participe également pour certaines choses, mais sur ces choses-là, voilà. Et je pense que pour moi, c'est une manière plus saine de gérer les finances. Et également, bah, quand il y a un décalage de revenus, je sais pas, il y en a un qui gagne 3000 euros, il y en a un qui gagne 1500 euros, bah, on doit pas payer les dépenses à 50-50. Donc, ça, c'est vrai, faut vraiment pas voilà, on peut pas faire comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de calculer au prorata, en fait, de faire en sorte que tu payes proportionnellement à tes revenus. Je parle que tu payes tes dépenses proportionnellement à tes revenus. Pour moi, c'est la base parce que ça évite énormément de conflits. J'ai plus les statistiques en tête, mais il y a énormément de gens qui se disputent à cause de l'argent. Oui, non, mais c'est l'un des motifs principaux de divorce dans beaucoup de pays, dont la France. Mais tu vois, c'est marrant. Merci beaucoup pour ta réponse, mais spontanément, j'ai réagi sur cette dernière partie parce que ma réflexion est en train d'évoluer. Ouais. Je fais partie, comme de nombreuses de mes copines, des femmes qui gagnent, si ce n'est autant, voire parfois plus que leur conjoint. Et pendant longtemps, en fait, bah, justement, je travaillais à éduquer les femmes pour leur dire: «Non, mais si tu gagnes plus, tu vas participer plus, en fait, c'est normal». Et ma réflexion est en train d'évoluer parce que je suis en train de me dire que, en fait, ça dépend vraiment et il faut continuer de creuser. C'est pas, en fait, on s'arrête pas juste à dire oui, tu gagnes plus en tant que femme parce que tu vas payer et tu payes plus. Parce que typiquement, je suis en train de me dire, mais là, si je gagne plus que mon conjoint et on se met ensemble et je suis gérante de société, ben, si jamais on veut faire un bébé, en fait, ben, moi, j'ai pas de couverture. Tu vois? Donc tous les Ouais. mois où j'aurais gagné plus, en fait, est-ce que finalement sur le tu vois? Est-ce que quand on dit: «Tu gagnes plus», c'est à l'année? Est-ce que c'est sur tous les ans? Est-ce que vous a réadapté le budget? Tu vois ce que je veux dire? C'est une réflexion Ouais. où je me dis: «Non, mais typiquement, oui, je gagne plus parce que j'ai aussi pris plus de risques, en fait», tu vois? Et ça veut aussi dire que, bah, si jamais je tombe enceinte, sachant que j'ai refait le point là avec mon assureur, bah, la grossesse, ce n'est pas une maladie, donc je ne suis pas forcément bien couverte. Donc en fait, mes revenus peuvent, limite s'effondrer et tous les temps
ou pendant le début de la relation, j'ai payé plus, bah, comment est-ce que tu vois ça s'équilibre? C'est tout nouveau, hein. C'est c'est une réflexion qui est en cours et qui me fait me dire que, ah oui, il y a ce paramètre-là maintenant à prendre aussi en compte pour être dans un truc le plus équitable possible. Parce que oui, dans l'absolu, si la femme gagne plus, elle va payer plus, mais en fait, gagner plus comment? Payer plus sur quelle base? Et si jamais ça s'inverse, est-ce qu'il y a un remboursement? Enfin, tu vois, il y a... Non, mais c'est un truc de dingue, mais c'est une vraie réflexion en fait. En fait, là, je te parle vraiment du cas concret où c'est deux salariés Oui, et tu vas en avoir un qui va gagner par exemple 4 500 euros, ce que j'ai déjà vu dans plein de cas d'abonnés, et t'en as un autre ou une autre qui va gagner 1 500 euros. Là, forcément, il y a un tel delta que il faut qu'il y ait une répartition. Après, s'il y en a un qui gagne 2003, l'autre il gagne 2008, bon, là, on peut se dire qu'on va être du 50-50, il n'y a pas de souci. Après, sur un cas particulier, avec des revenus d'entrepreneurs qui sont en dents de scie, c'est vrai que c'est plus compliqué. Je le sais, puisque je oui, suis aussi là-dedans et que, effectivement, c'est plus complexe. Maintenant, ça dépend après combien tu te payes avec ta société, etc. Est-ce que ça dépend de tout. Moi, je pars du principe que si tu es en société, bah, tu peux calquer tes revenus aux revenus de ton conjoint ou ta conjointe. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Pendant plusieurs années, je pouvais payer énormément d'argent. Enfin, énormément, j'exagère, mais je pouvais bien me payer, mais je restais au même niveau que ma femme. Pas pour dire, ah, c'est bon, on paye à 50-50, je vais pas payer plus. Non, c'est juste que je me suis dit, bah, le reste, je vais le réinvestir, ou le reste, je pourrais me payer en dividendes, etc. Et ça, après, avec cet argent-là, je ferai des projets à plus long terme. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Après, oui, tout ce qui est couverture, etc., bah, ma femme, moi, elle est salariée, elle est bien mieux couverte que moi. En plus, voilà, elle a une bonne mutuelle, etc. avec son travail. Donc, forcément, elle est mieux couverte que moi, effectivement. Mais en fait, c'est vraiment, on pourrait passer des heures et des heures à se dire, mais comment, c'est une réflexion à avoir. C'est, en fait, ce que je veux que les gens comprennent de cette question et de ma réponse, c'est d'avoir ce raisonnement, de se dire, comment on va parler d'argent, comment on va structurer nos finances, mais ensemble. Parce que le tout en commun, ça peut créer des conflits. Le tout, chacun de son côté, ça peut créer des conflits. Et donc, il faut essayer d'avoir un juste milieu entre les deux, où on a quand même nos à côté, mais on pense global, on pense couple. Voilà, c'est le oui. raisonnement à avoir. Non, mais je suis très heureuse d'avoir ton raisonnement et moi, je me suis juste permis d'ajouter il faut vraiment faire aussi du cas par cas. Bien Euh, sûr. c'est vraiment, il y a plein de... parce que sur différents réseaux sociaux, tu entends toujours la même chose. Tu as eu des dogmes. Avant, c'était l'homme qui payait tout. Après, c'était 50-50. Maintenant, on est sur un truc de prorata. À chaque fois, il y a des dogmes. Et moi, j'ai rien contre les dogmes, mais c'est de se dire que des fois, ça arrive, les cas particuliers, ça évolue. Moi, je suis créatrice d'entreprise et j'adore mon job. J'ai pas prévu m'arrêter, mais il se peut que si je décide de fonder une famille, en fait, bah, je m'arrête. Et même si j'ai prévu beaucoup de choses pour pallier mes revenus, je sais pas si ça va suffire à pallier tout ce que je me paye là, tu vois. Franchement, c'est vraiment et c'était même comment dire, parce qu'en plus moi j'étais chef d'entreprise en mode comment dire, single lady forever, tu vois. J'étais pas en mode oui, je vais construire une famille. Et en fait, c'est aussi de le dire que bah, la vie des femmes évolue. Une femme évolue, sa vie évolue et en fait, en matière d'argent, il faut vraiment anticiper tous les cycles de sa vie, en fait. Oui, Et le budget et la répartition de l'argent dans le couple n'est pas figé. mais du coup, à ce moment-là, justement, quand toi, à l'inverse, je prends ton exemple concret, quand toi, à l'inverse, si tu as une baisse de revenus, bah, ton conjoint doit être aussi là. C'est dans les deux sens, en fait. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est un jour, moi, par exemple, il y a eu des moments où, pendant des années, je prenais certaines choses à ma charge parce que financièrement, je pouvais me le permettre. Là, je suis en train de créer autre chose, donc j'ai un peu moins de revenus. En plus, j'ai revendu ma boîte, enfin mes sites, et
Et là, bah, c'est ma femme, ses revenus ont bien augmenté. Bah, c'est peut-être là, à ce moment-là, que ma femme va prendre un peu plus les choses en main, entre guillemets. Et il faut pas avoir de honte des deux côtés. C'est-à-dire que, comme toi, tu dis, c'est marrant parce que tu dis t'es en mode single et ils disent, machin. Je pensais pareil. Je me suis dit, moi, j'ai besoin de personne. Non, on est un couple, c'est une équipe. On est une équipe. Et un jour, c'est toi qui as besoin de moi. Enfin, je vais même pas dire besoin de moi. Non, on est ensemble, c'est tout. En fait, c'est juste ça qu'il faut sortir. Donc, et ça peut s'inverser après par la suite et après revenir. Ça dépend. Surtout pour nous, les entrepreneurs. Ouais, ça varie. Ça va varier. Ouais. Un coup, on va être là. Après, on va être ici. Et ça va faire comme ça. Mais après, au final, quand tu fais comme ça, bah, ta ligne, elle reste, au final, un peu comme dans la bourse, elle reste à un certain seuil. Donc, Et c'est de se dire aussi que si jamais tu vis en dessous de tes moyens, parce que moi, c'est un peu ce que j'ai fait depuis le début, t'es pas trop impacté. T'es moins impacté, je pense, que si tu te payes vraiment beaucoup d'argent. Moi, je sais que je me versais quand même un salaire très correct, mais je le dépensais pas en fait. J'investissais quasiment la moitié. J'investissais quasiment la moitié et je me paye moins maintenant. J'investis plus la moitié, mais j'investis toujours beaucoup plus que euh, c'est ça. que le minimum requis, tu vois. Mais c'est ça. En fait, je dis souvent, je sais plus qui a dans personne dit ça en ligne, mais en fait, l'important c'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. Et c'est la base des finances. En fait, c'est pas de gagner beaucoup et d'avoir un lifestyle de ouf. Surtout que maintenant, quand on regarde sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, on voit des gamins de 25 ans, de 20 ans, avec un lifestyle. Ça peut faire rêver les jeunes, etc. C'est bien. C'est bien si derrière, ils investissent au moins plus de... En fait, le lifestyle, ça doit représenter même 10% des revenus seulement. Et le reste, c'est l'investissement. Alors, si ces jeunes-là font ça, tant mieux. Mais si leur lifestyle, c'est 50% de leurs revenus, bah, si au bout d'un moment, la source de revenus, elle se tarit, et ça finit toujours par arriver, surtout quand on est entrepreneur. Si cette source de revenus, elle va diminuer, bah derrière, ils vont se mettre en grand danger. Donc, c'est ça qu'il faut se dire, en fait, c'est que toujours essayer de maintenir son niveau de vie. Après, c'est pas facile, hein. Moi, je te donne un exemple. Bah, j'ai eu un enfant, il a 2 ans et demi. Bah, forcément, t'achètes une plus grosse maison. Tu dois l'emmener à la crèche. Euh, enfin, là, maintenant, c'est la nounou. Mais voilà, forcément tes charges qui augmentent. C'est-à-dire que même si tu veux tirer les coûts vers le bas, au bout d'un moment, tu arrives à un niveau où t'as pas le choix que d'avoir des charges assez importantes, entre guillemets. Donc, ça marche un temps aussi, le fait de maintenir son train de vie le plus bas possible. Et, et c'est surtout encore plus important de le faire quand tu arrives à un stade où bah, tu as un enfant, où tu dois partir en vacances, tu as des frais, tu as une voiture, tu as la nounou à payer, etc. etc. C'est encore plus important parce que là, justement, si tu le fais pas, ça peut être bien pire parce que ton niveau de charge, il est assez élevé. Quoi. Donc ça, c'est super important. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien avoir aussi ton avis sur l'application que tu crées. Parce que c'est vrai que c'est aussi un des éléments pour lequel je t'ai invité sur le podcast. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu qui créent une application. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette application, à qui elle est destinée, ce qu'on va pouvoir faire et quand est-ce qu'elle sera disponible? Ouais. En fait, moi, toujours dans mon optique d'aider le plus grand nombre, d'aider vraiment ma communauté, je me suis dit, quel outil, qu'est-ce que je pourrais proposer à ma communauté qui va les aider à mieux gérer leurs finances, à pouvoir plus épargner, gagner, enfin, mieux, avoir plus d'argent, voilà, vivre mieux, en fait. Et fut un temps sur mon blog, je vendais des formations, mais j'étais pas du tout aligné avec ça. Je, en fait, je le faisais, mais pas pour les bonnes raisons. Je le faisais. Alors, je voulais aider, mais je me suis dit, bon, je vais aider, mais ça va me rapporter de l'argent. Et c'est pas le bon mindset à avoir. Et du coup, surtout que ce que je me suis rendu compte, je suis allé un jour, ça m'a fait un espèce de déclic. Je suis allé voir tous mes élèves, les suivis
en fait, on peut voir, en fait, c'est sur System.io, on peut le voir, combien de pourcentage de suivi des formations par élève. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que près de 30-40% n'ouvraient même pas une seule fois la formation. Alors, c'est pas de ma faute, certes, ils achètent quelque chose, ils l'utilisent pas, c'est pas de ma faute, mais moi, je suis pas aligné avec ça, parce que j'ai l'impression de vendre quelque chose qui n'aide pas les personnes. Et donc, juste je gagne de l'argent, mais j'aide pas les personnes, moi, ça m'intéresse pas. Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, je fais en sorte de faire quelque chose pour aider les gens, pour que voilà, quelque chose de concret en fait, et pas juste pour gagner de l'argent. Si c'est une histoire de gagner de l'argent, je pourrais faire beaucoup d'autres choses. Enfin, il y a des business là, encore récemment, je vais pas en parler, mais il y a des business qui se lancent très touchy. Je pourrais me lancer là-dedans juste pour de l'argent. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas mon. Moi, je veux me réveiller l'esprit tranquille le matin et je veux bien dormir le soir. Et je veux pouvoir regarder ma mère, je veux pouvoir ma famille, ma femme, en me disant je fais des trucs propres et je suis fier de ce que je fais. Et j'espère que vous aussi vous êtes fiers de ce que je fais. Donc j'ai pensé aux formations, beaucoup en proposent euh, autour de moi et moi voilà, c'est pas quelque chose avec lequel je suis aligné. Il y en a qui, attention, je dis pas qu'il y a les formations c'est pas bien, il y a des gens qui font de très bonnes formations, mais je crois plus à tout ce qui est formation plus accompagnement, vrai accompagnement, soit en one-to-one, soit en groupe, et ça fonctionne. Moi, quand j'ai pensé à faire ça, ça m'intéressait pas. Sincèrement, ça m'intéressait pas, c'est pas ma personnalité. Et donc j'ai réfléchi, je me dis mais ok, mais comment je peux les aider concrètement parce que moi, mon idée c'est pas de faire des placements de produits à gogo sur mon contenu pour monétiser mon contenu, parce qu'il faut aussi gagner de l'argent, on va pas se mentir. Et et j'ai réfléchi à une application, à cette application. Je me suis dit, mais ça serait bien parce que moi, j'utilisais beaucoup d'applications, que ce soit Bankin, enfin d'autres applications. Et en fait, on les appelait des applications de budget, mais j'arrivais pas à comprendre parce que c'était juste un agrégateur. En fait, ça centralise tous tes comptes, mais ça fait rien d'autre. Ça crée pas ton budget automatiquement. Voilà, tu peux catégoriser tes dépenses et voir combien tu dépenses à peu près euh, par mois sur certains postes. Mais voilà, il manquait quelque chose, moi, concrètement. Et de fil en aiguille, je me suis dit, je vais créer une application. Mais sincèrement, quand tu te dis ça, entre te le dire et le faire, parce que moi, j'ai pas de compétences en développement. Je suis pas développeur, je suis pas. Et je me suis dit, bah, je vais me mettre sur une plateforme qui va me permettre de trouver un développeur. Sans y croire, hein. Au début, je me suis dit, mais personne va vouloir. Voilà, je sais pas, ça va intéresser qui. Et de fil en aiguille, j'ai eu beaucoup de contacts de personnes qui me disaient ah, je suis intéressé par ton projet. J'ai parlé avec plusieurs. Et il y en a un avec qui vraiment ça a matché mais, du feu de Dieu. Cette personne-là, elle m'a dit, elle m'a pas parlé de chiffres, elle m'a pas parlé de mais combien on s'associe à combien, à ci, à ça. Elle m'a juste dit, ok, ton projet il est bien, j'y crois. Laisse-moi 2 semaines, je reviens dans 2 semaines avec un petit prototype. Et c'est là qu'a été lancé le projet Hypocket Budget, donc ça sera le nom de l'application. Et donc l'idée de cette application, c'est de pouvoir noter tes revenus et en fonction de tes revenus, ça va te dire le pourcentage de dépenses maximum que tu dois avoir sur, par exemple, les dépenses fixes, les dépenses variables et l'épargne. Donc c'est ce qu'on appelle la répartition budgétaire. Donc en gros, tu remplis tes revenus, tu ajoutes tes revenus chaque mois ou de manière récurrente si c'est les mêmes revenus tous les mois, tu peux les mettre de mois en mois, ça va s'ajouter directement chaque mois. Et en fonction de ça, ça va te donner une répartition. Donc, de base, il y a la répartition 50-30-20 dont on parle partout, mais qui n'est pas adaptée aux petits revenus. Voilà, là, cette répartition-là, c'est, on va dire, au minimum si tu gagnes 2500 €, parce que c'est très compliqué d'avoir que 50% de dépenses fixes quand tu gagnes moins de 2500 €. C'est assez compliqué. Et donc, en fonction de la répartition que tu auras choisie, donc moi, je donne des conseils en disant, voilà, en fonction de tel ou tel revenu, c'est plus cette répartition-là que tu vas devoir choisir. Et en fonction de ça, l'application va te dire automatiquement tes dépenses fixes ne doivent pas dépasser, pardon, 50% de tes revenus. Et ça va te donner donc en pourcentage et en montant. Donc ça, c'est une première chose. Donc tu as un premier visu en disant, ok, là, je dois pas dépasser ça sur mon budget. Et ensuite, tu as la deuxième partie où tu auras le suivi de tes dépenses variables au quotidien. Et il n'y a aucun outil actuellement
autre que un fichier Excel ou noté sur Notes de ton application ou sur ce genre de choses qui te permettent de suivre tes dépenses au quotidien de manière instantanée. Je précise. Parce que, par exemple, quand on va payer par carte bleue, il va se passer peut-être, on va dire 2, 3, 4 jours avant que ça soit débité directement sur ton compte. Enfin, ça dépend de la carte que tu utilises, mais en tous les cas, c'est à peu près ça. Donc, l'idée là, c'est que tu puisses noter directement, ça veut dire que tu vas en course, tu vas dépenser 50 euros, tu vas débiter directement, tu vas noter directement, pardon, la dépense, et ça va te dire ton reste à vivre. Ton budget course il est de 300 euros par exemple, tu vas noter 50 euros, ça va te dire, ok, il te reste plus que 250 euros pour ton budget course. Donc ça va te permettre de connaître ton reste à vivre et de ne pas dépenser plus que prévu. Ok. Voilà, l'idée principale, c'est ça. Et c'est vraiment voilà d'avoir ce côté. En fait, j'ai tendance à dire que mon application, c'est comme un fichier Excel très pointu où tu vas faire ton budget, tu vas définir tes dépenses, tu vas suivre tes enveloppes parce que tu peux créer des espaces, des enveloppes, donc courses, loisirs, shopping, etc. Tu vas les suivre, tu vas pouvoir noter au jour le jour tes dépenses. Donc il suffit juste, tu sors ton téléphone, ça te prend 5 secondes, tu notes ta dépense et tu vois ton reste à vivre. Et ça t'évite de dépenser plus que prévu parce que tu as le côté instantanéité et t'as pas ce côté de dire ok, je vais noter ce soir quand je vais rentrer sur mon fichier Excel, mais le soir tu vas dire oh, mais j'ai dépensé dans quoi déjà? Bah, si tu as fait 3, 4, 5 dépenses, va te souvenir de ce sur quoi tu as dépensé ce matin, le montant exact aussi, si t'as pas pris les tickets, etc., sachant qu'ils donnent plus les tickets maintenant quasiment partout. Et donc ça te permet vraiment d'avoir un suivi pointu et au jour le jour de tes dépenses et ça te permet de ne pas dépenser plus que prévu. Voilà l'application ce qu'elle fait. Ok, ben écoute, je te remercie, c'est très clair. Et tu sais quand est-ce qu'elle sera en ligne? Alors là, on l'a soumis à l'App Store et à Google Play. Donc c'est en cours, on attend. Donc j'espère que d'ici que la publication de ce podcast, elle sera en ligne, je l'espère. Donc allez voir, c'est ePocket Budget. Donc elle sera disponible sur Android et sur l'App Store. Et justement, maintenant qu'on a parlé de ce sujet qui était intéressant, il y a le dernier sujet que j'avais envie d'aborder avec toi qui était, donc toi, tu as créé des side business et tu les as vendus. C'était des blogs. Comment ça s'est vendu? Parce que moi, j'ai entendu que les marques personnelles, comme ce que je suis en train de créer avec Vanessa Money Mindset, il y a ma tête partout. Money Mindset, c'est moi. Vanessa, en tout cas, Money Mindset, c'est moi. Toi, Ouais. c'est un blog dans lequel et il paraît que justement ce type d'entreprise se vendent moins bien, se valorisent moins bien parce qu'elles sont dépendantes de l'entrepreneur. Donc toi, comment est-ce que tu as réussi à les vendre? Est-ce que tu es content de ce que tu as vendu? Comment ça se passe un peu ce type de projet? Bah, alors moi au départ ouais c'était un side business qui a fait qu'après je suis devenu je suis allé à temps plein sur ces business-là donc c'est devenu un vrai projet par la suite. En fait moi de par au départ une certaine timidité que j'avais peut-être il y a plusieurs années, j'ai pas personnalisé mes sites, c'est-à-dire que c'était pas mon nom mon prénom, c'était pas moi qui était mis en avant, c'était simplement des sites de contenu ce qu'on peut appeler maintenant plus des sites d'autorité, puisque moi, c'est ce sur quoi je voulais aller. Et donc, en fait, c'était des sites qui étaient référencés via le référencement naturel. Donc, il n'y avait pas ce côté branding, personal branding. Et donc, bah, forcément, s'il n'y a pas de personal branding, c'est beaucoup plus facile à vendre. Et moi, dans tout ce que je crée, via même mon application aussi, ça fait partie de cette optique-là. L'idée, c'est que même si demain, je suis amené à revendre mon business, bah, ePocket Budget, c'est pas lié à un Monsieur Budget. C'est une application qui est sur l'App Store qui peut se revendre. Donc, c'est vraiment ça que je fais, c'est de créer des projets qui sont pas avec un personal branding. Alors après, je sais que le personal branding c'est top, je le vois sur les réseaux sociaux, mais moi dans mon optique, moi j'aime bien créer, j'aime bien développer. Le seul truc que j'ai gardé longtemps, c'est gérer mon budget parce que bah, c'est sur les finances personnelles et ça j'adore. Mais après, une fois qu'on arrive dans une routine, bah, j'aime bien passer à autre chose. Moi, j'ai ce profil-là un peu créateur, lancer, développer et après donner la main à ceux qui veulent faire grossir encore plus le projet.
Donc ça se vend plutôt bien ce type de site. Bon, il y a plein de plateformes, hein, Dot Market, Dealing Room, etc. sur lesquelles on peut vendre ces business-là. Donc c'est beaucoup lié à la partie SEO, mais il faut pas faire que ça maintenant. C'est un conseil que je donne, c'est que maintenant quand on veut lancer un business, il faut plus faire que du SEO. Il faut être sur YouTube, il faut être sur les Instagram, TikTok, etc. Peut-être même LinkedIn. Il faut vraiment avoir une vision globale et pas avoir son trafic. Et ça, moi, c'est un des gros soucis, c'est que mon trafic était 100% focus sur Google. Et Google, en fonction de ses algos, machin, il fait un peu sa sauce et un coup il peut te monter, un coup il peut te descendre. Donc il faut penser vraiment le projet plus global pour sur le long terme, quoi. Ok, ben écoute, franchement, on a appris énormément de choses. Je te remercie. Je Bah, te merci à remercie toi. donc d'être venu. Je te remercie d'avoir parlé autant de ton application. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, Monsieur Budget sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Monsieur Budget, on va me retrouver. Voilà. Ok, bon bah écoute, je vais mettre tous les liens en description et puis à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as appris énormément de choses. J'espère aussi que tu as apprécié écouter cet épisode comme moi j'ai apprécié l'enregistrer. Si tu veux aller plus loin et apprendre à gérer ton argent, je t'invite à télécharger le guide que j'ai créé, qui est offert, qui est disponible dans la description de cet épisode. Si tu veux me découvrir un peu plus, je t'invite à me suivre sur Instagram, le réseau social dans lequel je partage toutes les coulisses de mon activité. Au plaisir de te retrouver, à la semaine prochaine et je te fais plein de bisous.